Alors on se retrouve aujourd'hui et on va voir une nouvelle discipline, alors qui est pas propre au hacking, mais plutôt au monde du renseignement, mais c'est toute l'expertise IMINT et GeoINT, ok? Donc c'est l'abréviation de Image Intelligence et Geospatial Intelligence, donc l'intelligence, le renseignement géospatial et tout ce qui est imagerie, ok? Comment on peut extraire des informations pertinentes à partir d'une seule image, l'analyse des clichés et l'analyse des photos satellites pour en apprendre plus, notamment sur son adversaire. Ok, que ça soit un programme militaire qui est en train de se développer dans une région reculée ou éventuellement des mouvements de troupes sur un théâtre d'opération. Ok, donc sous-discipline de quoi? De l'OSINT, ok, renseignement roseau, comme on dit dans le renseignement. Je vous ai fait des vidéos déjà sur le renseignement. Donc là, on va parler à la fois renseignement et on va se faire un petit exercice. Donc, euh, je vais vous parler un peu du mindset, hein, l'état d'esprit et le boulot des analystes, des analystes du renseignement en fait, qui sont spécialisés dans ces domaines. Et on va essayer de comprendre comment on peut extraire en fait, hein, visuellement, des points de données qui sont importants, des points de données clés dans une image ou une vidéo, et appliquer différents outils qui vont nous accompagner dans ces recherches d'indices au niveau de la géolocalisation. Donc, il y a toute une méthodologie, bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'intelligence visuelle, et ça va demander d'avoir de bons yeux, un esprit analytique et de trouver des patterns, de trouver dans les photos que nous avons à disposition des informations, pouvoir les archiver, les trier, les comprendre. Et c'est ça qui va nous donner, comment dire, des réponses en fait. Il faut faire parler les preuves un peu comme dans une enquête. Mais d'abord, je vais vous faire une brève introduction. L'IMINT, c'est quoi l'IMINT? L'IMINT, c'est l'imagerie, l'intelligence basée sur l'imagerie. C'est une discipline de collecte de renseignements. Là, vous avez un analyste photographe de la 5e force, de la US Air Force, qui cherche des batteries flak ennemies pour planifier des attaques contre les positions ennemies pendant la guerre de Corée. Ok? Après la Seconde Guerre mondiale. Donc, toutes ces techniques, c'est pour identifier les informations ayant une valeur de renseignement. Les images utilisées sont à des fins de renseignement de défense et sont généralement collectées par imagerie satellite ou photographie aérienne. Vous savez qu'on a des avions espions, ok, des avions de reconnaissance. Maintenant, on a les drones en plus. Donc, en tant que disciple de collecte de renseignements, la production d'IMINT dépend fortement d'un système de gestion de collecte de renseignements robuste. L'IMINT est complété par tout ce qu'on appelle les capteurs électro-optiques et le radar MASSINT sans imagerie. Donc ça nous permet d'installer ça un peu partout, notamment sur des satellites, et pouvoir en fait récupérer de l'information à partir du ciel, ok, à n'importe quelle distance. Donc vous avez des satellites qui sont en orbite basse, qui sont en orbite géosynchrone et qui vont venir récupérer des informations. Donc un peu d'historique. On a commencé par quoi? On a commencé par la photographie aérienne en fait, hein. Ça a été largement utilisé pour faire de la reconnaissance depuis la Première Guerre mondiale. Ce n'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, pardon, que des opérations spécialisées de renseignement par imagerie ont été lancées. Des images de haute qualité ont été rendues possibles grâce à une série d'innovations au cours de la décennie qui a précédé la guerre. En 1928, la Royal Air Force a développé un système de chauffage électrique pour la caméra aérienne. Cela permet aux avions de reconnaissance de prendre des photos à très haute altitude sans que les pièces de la caméra ne gèlent. Vous savez que plus on monte haut en altitude, plus on a des contraintes thermiques. Ok, donc ça c'est l'évolution. Le premier, on peut parler de Sidney Cotton avec son Lockheed 12A qui fait un vol de reconnaissance à grande vitesse en 1940 et qui sera fortement utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà l'avion en question. Donc en 1939, Sidney Cotton, c'est le lieutenant d'aviation Maurice Longbottom de la Royal Air Force qui a suggéré que la reconnaissance aérienne pourrait être une tâche mieux adaptée aux petits aéronefs rapides qui utiliseraient leur vitesse et leur plafond de service élevé pour éviter la détection et l'interception. Ils ont proposé l'utilisation du Spitfire, que vous devez tous connaître, avec leur armement
et les radios enlevées pour gagner du poids et pour pouvoir emporter du carburant supplémentaire, ainsi que des caméras. Ça a amené à des variantes du Spitfire PR en fait, et ces avions avaient une vitesse maximale de 396 miles à 30 000 pieds avec leurs armements enlevés et ont été utilisés pour des missions de photoreconnaissance. L'avion était équipé de 5 caméras chauffées pour garantir de bons résultats. Donc ça, c'est vraiment les prémices. Et on voit que ça s'est développé, les techniques se sont développées, les appareils photo qui ont été embarqués sont devenus de plus en plus puissants et précis. Donc les photographies aériennes de Sidney Cotton étaient bien en avance sur leur temps. Avec d'autres membres de son escadron de reconnaissance, il mit au point la technique de la photographie à haute altitude ou à grande vitesse, qui a joué un rôle déterminant dans la révélation de l'emplacement de nombreuses cibles militaires et de renseignements cruciaux. Cotton a également travaillé sur des idées telles qu'un prototype d'avion de reconnaissance spécialisé ou d'autres améliorations de l'équipement photographique, et à son apogée, les vols de reconnaissance britanniques ont produit 50 000 images par jour à interpréter par les analystes. Donc, vous avez entendu peut-être parler des V2, ces fameux V2, on a eu les V1 et les V2. Ça, c'est une photographie aérienne de la base top secrète de Peenemünde, et avec les missiles V2. Et on voit la précision déjà pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on reconnaît le stand de tir, le pas de tir, les tours qui permettaient d'adosser les V2 qui partaient à la verticale. Les V2, on les connaît tous un peu. Pourquoi? C'est Tintin sur la Lune. Hergé s'est fortement inspiré des V2. Je vais vous montrer, on va parler. Voilà, on connaît tous ça. On l'a tous vu, ok? Ça, c'est la fusée d'Hergé. Mais la fusée d'Hergé est basée sur le V2, ok? C'était un petit clin d'œil pour ceux qui savent, les initiés. Donc, Peenemünde, c'est une base au nord de l'Allemagne, sur la mer Baltique. Et Werner von Braun, qui a travaillé pour la NASA ensuite, opération Paperclip, tous les plus grands scientifiques nazis, au lieu d'être condamnés, partent aux États-Unis pour travailler dans des projets top secrets après-guerre. Et Werner von Braun ira travailler pour la NACA d'abord. Et la NACA, c'est quoi? C'est l'ancêtre de la NASA sur le programme Apollo. Ok? D'abord Mercury et ensuite Apollo. Donc, on a commencé avec des avions et comme vous le savez, après on rentre dans la guerre froide avec la course à l'espace, et les fusées deviennent de plus en plus puissantes et on a la possibilité d'utiliser des satellites, ok, pour pouvoir faire du renseignement. On en parlera dans une seconde partie quand je vous parlais de la GeoWint. Donc, on voit que ça a donné des informations très pertinentes à la Royal Air Force, qui a pu heureusement détruire, c'est l'opération Crossbow, détruire et faire du renseignement sur la base secrète de Peenemünde pour retarder tous ces programmes d'armes très avancés sur leur temps, qu'on appelle les Wunderwaffen, donc les armes spéciales en fait du Reich, qui aurait pu faire gagner la guerre aux nazis. Ensuite, après-guerre, on passe à l'U2. L'U2, cet avion qui est une sorte de planeur haute altitude, qui sera le premier vraiment, non pas le groupe, l'avion, qui sera vraiment le premier avion de reconnaissance, ok, capable de voler très très haut. Et lui, justement, toute sa défense, c'est de voler le plus haut possible. Et il va très très lentement, par contre. Il est très lent, mais à l'époque, aucun missile soviétique était capable de le descendre. Le problème, comme vous savez, les missiles, comme je vous le disais, ils vont s'améliorer et on va pouvoir descendre le U-2, et on aura plusieurs pilotes qui vont se faire descendre au-dessus de Cuba et au-dessus de l'Union soviétique. Donc il nous fallait un remplaçant. Ce remplaçant, ça sera le SR-71, qui va permettre également de faire des photos un peu partout, le fameux Blackbird, et l'avion encore qui détient aujourd'hui le record du monde de vitesse.
en palier. Donc on parle de Mach 3,6, donc quasiment 4000 km/h, ok? Et sur de longues distances. Et voilà, rien que la création de cet avion, c'est phénoménal en fait. Des matériaux, du titane, bref, en temps de guerre froide, c'était un des projets les plus top secrets. Et c'est encore l'avion, oui, qui a tous les records. On a les avions X de la série X de la NASA qui ont dépassé cette vitesse, mais là on parle d'un avion qui s'est fait produire à de nombreux exemplaires. Et donc on va installer des photos, faire des reconnaissances, récupérer un maximum d'informations. Là on voit une photo du 2. Vous connaissez la crise de Cuba, 1962, bras de fer entre les États-Unis et l'Union soviétique, et on commence à installer des missiles moyenne portée, courte portée et moyenne portée sur Cuba pour pouvoir cibler les États-Unis. Et donc, les avions font de la reconnaissance. Et vous voyez qu'on a une échelle qui est assez phénoménale. On parle de 1962 et on va donc appliquer cette analyse des images en fonction de ce qu'on voit. On voit les équipements, on voit les tentes des militaires, on voit les convois, ok, de camions mobiles qui vont amener, bah, bien sûr, les missiles et bah, préparer le pas de tir. Donc tout ça, c'est la reconnaissance. On commence par des avions pendant la Première Guerre mondiale, hein. On l'améliore les techniques pendant la Seconde et pendant la guerre froide, pareil, on va développer ces avions espions furtifs, hein, parce que le SR-71 est furtif. Il a des perles d'acier en fait qui permettent de réduire sa serre, sa surface équivalente radar. Donc c'est en gros la taille de l'avion apparaît au radar et plus la serre est réduite, plus l'avion peut se fondre dans le décor, être détecté le plus tard possible, et même parfois pour les derniers avions furtifs de quatrième, de cinquième génération, on parle de la taille d'une mouette, ok? Donc ce ne sont plus des avions, au radar, ils ont la taille d'un oiseau. Je vous laisse imaginer pour les intercepter. Donc ça, c'est la première étape. Après, mise en place de Corona. Corona Gambit, premier réutilisation en fait des satellites de reconnaissance photographique qu'on utilisait et qui sont mis en orbite et ensuite renvoyés sur Terre. D'énormes pellicules, d'énormes caméras et ensuite on avait des avions qui étaient chargés d'aller récupérer ces pellicules qui tombaient généralement dans l'océan. Heureusement il y avait un parachute et on les interceptait en vol grâce à un avion C-119 et c'était assez incroyable en termes de logistique. Donc après on aura la série des Corona, les programmes KH, KH Argon jusqu'à KH-11 qui sont en gros les premiers satellites d'espionnage américains. Le satellite va avoir un avantage en fait total hein, sur le l'avion, puisque eh ben, il est capable de prendre des distances beaucoup plus conséquentes. Ok, la résolution des photographies satellitaires, elles sont prises à des centaines de kilomètres. Donc, bien sûr, elles sont plus mauvaises que les photographies prises par voie aérienne. Et encore, en 2020, c'est en train de changer. Mais les satellites, ils offrent surtout la possibilité de couvrir une grande partie de la Terre, y compris des territoires hostiles, sans exposer les pilotes humains au risque d'être abattus. Donc on a des centaines de satellites de reconnaissance qui ont été lancés par des dizaines de pays depuis les premières années d'exploration spatiale. Les satellites destinés à l'imagerie de l'intelligence étaient généralement placés sur des orbites terrestres basses, ok. C'est ce qu'on appelle des LEO à forte inclinaison, parfois sur des orbites synchrones avec le Soleil. Étant donné que les missions de retour de film étaient généralement courtes, elles pouvaient se livrer à des orbites avec des périgées de l'ordre de 100 à 200 km, mais les satellites les plus récents, basés sur le CCD, sont lancés avec des orbites plus élevées, périgées de 250 à 300 km, permettant chacun de rester en orbite pendant plusieurs années. Donc, on voit l'analyse des images et le GeoInt, ok? Qui, quoi, quand, ok? Où je suis? Quels sont les amis? Quels sont les ennemis? Comment ils se déplacent? Est-ce qu'il y a des non-combattants? Ok? Quels sont les obstacles naturels? Ok? Ou faits
de la main de l'homme et comment les contourner, comment je peux naviguer, quel est mon environnement, qu'est-ce que ça implique et quel est l'impact au niveau de mes forces armées. Ça, c'est l'art du GeoInt. Ok? On va se baser, on va coupler plusieurs types d'images. Ça peut être des images du visible ou de l'invisible. Hein. On parle de l'ensemble du spectre électromagnétique. Vous savez qu'avec les infrarouges, on peut voir à travers les murs, on peut voir dans le noir. C'est comme la vision nocturne. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les moyens électro-optiques. Donc tout ça, ça donne une image. On fait des strates, le temps, les ordres de bataille, les rapports du renseignement, ok, le multi-int. Donc c'est toutes les couches du renseignement qu'on va fusionner, l'imagerie, l'élévation, les données et la gravité. Ok? Donc tout ça, ça va permettre d'avoir une vision objective de notre champ de bataille et du contrôle et pouvoir prendre des informations pertinentes et pouvoir donner des ordres éclairés pour pouvoir déplacer nos troupes en temps réel. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on enseigne aux analystes du renseignement. Ok? Il y a plusieurs. La plus connue, enfin la moins connue même, j'ai envie de dire, c'est la NRO, qui est bien plus puissante que la NSA. Et la NRO, c'est le National Reconnaissance Office, ok. Et je vous mettrai, lisez, hein, je vous mettrai tout ça en lien, mais c'est vraiment intéressant. Et puis elle est extrêmement puissante. Il gère tous les satellites espions, ok. Et la NSA, la CIA se sert de la NRO dès que, on doit faire une composante de renseignement militaire à partir des satellites. Et c'est eux qui ont mis en place la série Keyhole, les fameux KH, ok, tous ces satellites espions pendant la guerre froide, ok. Et donc aujourd'hui, il y en a encore de plus en plus, ok. Vous avez entendu peut-être parler de Starlink, d'Elon Musk. Starlink, c'est une joint venture entre le NRO, la DARPA et la boîte d'Elon Musk. Alors bien sûr, ça a des fins civiles, mais il faut pas oublier qu'il y a une composante militaire. Ok, ce sont des satellites qui ont été militarisés. Alors bien sûr, on va donner le haut débit aux gens qui pourront profiter de Starlink au-dessus de leur tête, mais on sait que ça va faire du renseignement aussi. Hein. Il faut pas se voiler la face. Et c'est le but du NRO. Donc bref, c'était une petite introduction. Il y a tellement à dire, je vous donnerai, mais vous voyez très bien que, eh ben voilà, on va analyser les images, on va essayer de comprendre qui fait quoi, ok? Et on a des analystes un peu partout, hein. Alors donc chaque corps d'armée a ses analystes du renseignement. Je parle des États-Unis, en France, nous c'est différent, mais vous voyez que le but, eh ben, c'est de traiter les images et ensuite de tirer des conclusions objectives et de pouvoir faire parler les preuves, savoir qui fait quoi et permettre la gestion des troupes et sur le théâtre d'opération et connaître les menaces en fait en temps réel. Voilà, on va faire simple. Donc nous, on va se faire un petit exercice assez sympa. On va voir un petit peu aujourd'hui comment ça se passe et on va étudier des photos. Ok? On va, à partir de photos, essayer de comprendre qui fait quoi. Donc on va voir les méthodes d'analyse rapidement. Les valeurs des rapports IMINT est déterminée en fait sur un équilibre entre la rapidité et la robustesse du produit du renseignement. En tant que tel, la fidélité de l'intelligence qui peut être glanée à partir de l'analyse d'images est traditionnellement perçue par les professionnels du renseignement en fonction du temps dont on dispose, dont dispose un analyste en imagerie. Donc on appelle ça une IA. Ok? IA, analyste en imagerie. Pour exploiter une image ou un ensemble d'images données, ce qu'on appelle des datasets. Ok? Des sets de données. Donc, en tant que tel, le manuel de l'armée américaine divise l'analyse IMINT en trois phases distinctes en fonction du temps passé à exploiter une image donnée. Le temps, c'est pas de l'argent. Le temps, c'est peut-être des vies sauvées. C'est peut-être un avantage stratégique, tactique sur son adversaire. On en revient encore à Shun Tzu, connais ton ennemi.
Donc, première phase, analyse des images de première phase et elle est considérée comme dominante dans le temps. Cela signifie que les images données doivent être rapidement exploitées afin de satisfaire un besoin immédiat du renseignement provenant de l'image à partir duquel un chef peut prendre soit une décision politique ou militaire éclairée, ou les deux, ou diplomatique, j'ajouterais. En raison de la nécessité de produire des évolutions du renseignement en temps quasi réel sur la base des images collectées, l'analyse des images de première phase est rarement comparée au ce qu'on appelle les renseignements collatéraux. Ok. Les deux autres phases. Deuxième phase, c'est l'analyse des images qui est centrée sur la poursuite de l'exploitation des images récemment collectées pour soutenir la prise de décision à court et à moyen terme. À l'instar de l'analyse d'images de première phase, l'analyse d'images de deuxième phase est généralement catalysée par les exigences de renseignement prioritaire d'un commandement local, au moins dans le contexte d'un cadre d'une opération militaire. Alors que l'analyse de l'imagerie de première phase peut dépendre en effet de l'exploitation d'un référentiel d'image qui est relativement petit, voire même d'une seule image, l'analyse de l'imagerie de seconde phase nécessite généralement une revue d'un ensemble chronologique d'images au fil du temps. On va faire, je vous disais, comme sur mes vidéos dans le renseignement, on fait une timeline, ok? On va faire une frise chronologique pour avoir je vous ai dit, on travaille sur des images en 2D, ok? Mais ces images 2D représentent un espace en 3 dimensions. Et cet espace en 3 dimensions, on va ajouter la quatrième dimension qui est le temps, ok? C'est important, puisqu'il faut toujours, c'est ce que je vous disais, contextualiser l'image, ok? On a des indices visuels, on a des indices qui sont tirés grâce à notre esprit analytique. On va trouver des patterns, on va essayer de comprendre l'architecture et notre œil va se porter sur des indices visuels, mais on a aussi des indices contextuels, ok? Contextuels, voilà. Là, je vois le siège du NRO. Je sais qu'il est à proximité d'une grande ville puisque je vois un interstate, les autoroutes américaines. Je vois qu'il y a plein de bâtiments, il y en a 4. Donc c'est assez important. Et qu'est-ce que je peux tirer à partir de cette photo qu'elle a été faite de nuit? Je vois en fonction de l'éclairage que c'est dans un endroit qui est densément peuplé. Et au vu du nombre de parkings, je sais que le NRO est extrêmement puissant puisqu'on peut mettre des centaines et des centaines de voitures. Ok? Juste voilà, un petit exemple. Mais vous voyez bien que voilà, on va essayer de contextualiser, de comprendre en fait ce qui se passe. Ok? Le but c'est d'établir une compréhension temporelle des objets et des activités d'intérêt. Ok? Phase 3. Phase 3, dans l'analyse d'imagerie, c'est généralement celle qui est effectuée afin de répondre à des questions d'intelligence stratégique ou d'explorer autrement les données existantes à la recherche de ce qu'on appelle l'intelligence de découverte. L'analyse des images de la troisième phase repose sur une utilisation d'un vaste référentiel d'images historiques ainsi que sur l'accès à une variété de sources d'informations. On va multiplier nos sources, on va pas travailler que sur des sources visuelles, ok? Chercher des indices visuels. On a tout l'aspect historique et on a, si on fait du renseignement en source ouverte ou du renseignement en source close, les analyses du renseignement peuvent s'appuyer sur d'autres indices qui vont venir également enrichir l'analyse de l'image et la rendre plus pertinente et la contextualiser, encore une fois. Ok. Donc, l'analyse d'image de troisième phase incorpore des informations et des renseignements complémentaires provenant d'autres disciplines de collecte de renseignements. Ok. Et par conséquent, bah, généralement, elle est menée à l'appui d'une équipe de renseignement, ce qu'on appelle multisource. L'exploitation de l'imagerie à ce niveau d'analyse est généralement menée dans le but de produire de l'intelligence géospatiale. Maintenant, je vais vous parler de l'intelligence géospatiale, puisque bah, c'est vraiment le voilà, il y a eu première génération, je vous disais, on a eu à la limite des montgolfières hein, avec des soldats chargés de la reconnaissance qui montaient avec des ballons et qui permettaient de voir la ligne de front pendant la Première Guerre mondiale. Et bah ça s'est développé ensuite les avions, ok. Ensuite, eh ben les satellites. Et maintenant, bah vous savez que on a les drones.
Les drones, c'est parfait pour faire de la reconnaissance. Ok? Donc là, je vais vous parler un peu rapidement, parce que les deux vont de pair. Autant on a l'intelligence des images, autant on a aussi une autre sous-discipline qui est l'intelligence géospatiale, mais à partir des satellites. Ok? Donc c'est un peu la même analyse d'imagerie, sauf que bah, ça se fait beaucoup plus haut. Ok? Avant, bah, on traitait les photos faites par les avions furtifs, les avions de reconnaissance. Là, on va se focaliser à toute l'information qu'on peut récupérer via des radars, via des capteurs électro-optiques qui sont en orbite. Orbite basse, géostationnaire, géosynchrone, peu importe. Ok? Donc aux États-Unis, l'intelligence géospatiale, c'est une intelligence sur l'activité humaine sur Terre, qui est dérivée de l'exploitation et de l'analyse d'images et d'informations géospatiales. Elle évalue, représente visuellement des caractéristiques physiques et des activités géographiquement référencées sur Terre. La GeoInt, telle que définie dans l'US Code, se compose d'images, d'intelligence d'imagerie, dit IMINT, et d'informations géospatiales. Les connaissances de la GeoInt et les métiers connexes ne se limitent plus qu'au gouvernement américain, ni même aux principales puissances militaires mondiales. En outre, des pays comme l'Inde organisent des conférences spécifiques de GeoInt. Alors que d'autres pays peuvent définir l'intelligence géospatiale quelque peu différemment des États-Unis, l'utilisation des données et des services GeoInt est la même. Donc, ça englobe tous les aspects de l'imagerie, y compris les capacités anciennement appelées Advanced Geospatial Intelligence. Ok, c'est la mesure de les signatures via l'imagerie massinte. En fait, avec des radars, on peut également faire des sortes de signatures. Ok, chaque bâtiment, chaque euh, matériel de guerre peut avoir une signature, ok, qui est dérivée. Donc ça peut être une signature électromagnétique, ça peut être une signature thermique, et elle va être catégorisée, en fait, classifiée, ok. On a des sortes de manuels, et en fonction de la signature thermique ou électromagnétique, on peut détecter et connaître bah, sur un champ de bataille les différentes composantes qui sont utilisées par notre adversaire. Ok, que ça soit bah, des déplacements de tanks ou des avions, des bateaux, vous m'avez compris. Donc ça, à partir du ciel et notamment de l'espace, on peut détecter énormément de choses. Je vous ai parlé des moyens électro-optiques, mais on va se baser aussi sur la cartographie. Ok, c'est vachement important, et les points géodésiques. Mais si on doit utiliser les nouvelles technologies, je vous ai dit, on va utiliser tout le spectre électromagnétique, c'est-à-dire qu'on part de l'ultraviolet aux portions micro-ondes du spectre électromagnétique. Ok, il y a la lumière visible qu'on connaît tous, mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est la lumière invisible en fait. Hein. Il y a une partie du spectre qui, pour nous, pour nos yeux, est invisible et qui ne l'est pas en fait. Hein. Vous savez que les infrarouges, les lunettes nocturnes permettent de voir dans la nuit et de voir des sources de chaleur. Et bah voilà, c'est le meilleur exemple, ok. Alors que nos yeux sont pas adaptés, il nous faut des équipements. Donc tout ça, ça peut être utilisé. Et on a également les informations dérivées de l'analyse d'images littérales, données géospatiales, les médias sociaux géoréférencés, les informations techniquement dérivées du traitement de l'exploitation, de l'analyse littérale et non littérale, de l'historique, des phases spectrales, spatiales, temporelles, radiométriques et des données polarimétriques. Ok, donc tout est fusionné, toutes ces informations sont fusionnées, et ça permet le traitement et l'exploitation des données, et permettent d'inclure des signatures. Ok, donc on va développer nos techniques, les valider, permettre la simulation, l'archivage des données et la diffusion. Et ces types de données peuvent être collectées sur une cible fixe ou mobile par ce qu'on appelle l'électro-optique, donc infrarouge, le MMWIR, TIR, le spectral, le MSI, le HSI, le HD et le SAR. Ok. Donc tout ça, ce sont des techniques qui permettent de faire du renseignement opérationnel à partir de l'espace. Donc, je vous ai dit, les drones, les UAV, les véhicules aériens sans pilote aussi,
On a des satellites commerciaux, on a des satellites gouvernementaux, et on a nos avions de reconnaissance, ok? On a le système GPS qui va nous permettre d'avoir une précision, hein, qu'on ne pouvait pas avoir avant, et on a le système Galilée, nous, en Europe, qui est encore plus précis que le GPS américain. Euh... Donc le GeoInt, c'est ancré dans les sciences géospatiales, les technologies géospatiales, et un métier qui recherche les connaissances pour obtenir un avantage décisionnel. L'obtention d'un avantage décisionnel peut entraîner ou exiger un déni ou une tromperie de l'information. Donc ça, on verra plus tard. L'analyse se fait en équipe homme-machine. Le GeoInt révèle comment l'action humaine est limitée par le paysage physique et les perceptions humaines de la Terre, et il cherche à anticiper les modèles de vie à travers le temps, et les données et les systèmes techniques reflètent également les préjugés humains. Donc la connaissance, je vous dis tout le temps, savoir c'est pouvoir. Savoir c'est pouvoir. Pouvoir se défendre, pouvoir prendre des décisions importantes. Et l'information, le savoir, c'est une arme. Je vous dis toujours, le savoir est une arme. C'est vrai. Ok? Les définitions de l'utilisation des termes données géospatiales, information géospatiale et connaissance géospatiale ne sont ni cohérentes ni sans ambiguïté, ce qui aggrave encore la situation. Les données géospatiales peuvent généralement être appliquées à la sorte d'un collecteur ou d'un système de collecte avant son traitement. C'est-à-dire que les données qui ont été détectées, on va les traiter et on va voir s'il y a une valeur ajoutée qu'on peut leur donner, soit par un processus humain, soit par une machine. Et la connaissance géospatiale, c'est la structuration d'informations géospatiales, qui est accompagnée naturellement d'une interprétation ou d'une analyse. Je vous dis toujours dans le renseignement, on va venir raffiner l'information. Ok? Et c'est la pyramide qu'on appelle DYKW. Ok? C'est données, information, connaissance et sagesse. Ok? Ça vous permet de prendre des bonnes décisions et d'avoir un avantage concurrentiel, stratégique, tactique sur votre adversaire. Mais c'est difficile à définir et elles peuvent pas être utilisées de manière interchangeable. Mais c'est ce qu'on recherche. En général, l'intelligence géospatiale peut être facilement définie comme des données, en fait, des informations, des connaissances recueillies sur des entités qui peuvent être référencées à un emplacement particulier sur, soit sur le dessus ou au-dessous de la surface de la Terre, puisque vous savez que on peut aussi sonder les océans, ok, à la recherche par exemple de sous-marins ou de poches de gaz, de pétrole, ce que vous voulez. Allez voir le système HARP, ok, hein, toutes les théories du complot parlent de HARP, mais HARP, justement, c'est ça, ça permet de sonder la Terre et d'avoir un avantage, soit faire de l'intelligence économique, soit savoir également ce qui se passe un peu sous terre. Donc la méthode de collecte de renseignements peut inclure des images, des signaux, des mesures et des signatures et des sources humaines, IMINT, SIGINT, MASINT, UMINT, à condition qu'une géolocalisation puisse être associée à l'intelligence. Donc, je m'arrêterai là, mais vous avez compris, photogrammétrie, cartographie, analyse d'images, télédétection, analyse du terrain. Ok? Tout ça, ça va nous permettre d'avoir une vision objective et il faudra gagner un sens analytique pour comprendre tout ça. Donc, bref, toutes les armées commencent à développer ça. Les Américains ont un avantage sans précédent. Ils ont beaucoup d'unités GeoInt. Ils ont des services fusionnés et des centres de GeoInt. Et ils ont le NRO, le National Reconnaissance Office, qui est encore plus puissant. Peu de gens le connaissent, mais qui est encore plus puissant que la CIA et la NSA. Voilà. Mais on a l'Union européenne, si on va parler un peu de nous. L'Union européenne, on a le centre satellitaire de l'Union européenne, qu'on appelle le USC. Voilà, je vous laisserai faire du renseignement en source ouverte, récupérer d'autres informations si ça vous intéresse. Mais là, c'était un bref aperçu de l'IMIT et du GeoInt.